Alors, bonjour. Petite révision super rapide de la relativité parce que je l'ai pas mal fait dans notre rencontre. Donc, c'est pour mémoire et pour ceux qui n'étaient pas là. La relativité, trois effets surprenants, deux postulats, trois effets surprenants, les conséquences et applications que nous, on a vues, c'est l'effet Doppler lumineux et la mécanique relativiste. Donc, vous avez dans les fiches synthèse à la fin du chapitre... vraiment un bon résumé, je vous suggère d'aller le consulter. Les fiches qui sont pertinentes, c'est celles sur les effets relativistes, celles sur l'effet Doppler et celles sur la mécanique relativiste. À partir du postulat de l'invariance de la vitesse de la lumière, on a découlé toutes ces conséquences-là. Donc, pour la relativité de la simultanéité, je vous demande vraiment juste de savoir cette phrase-là, mais aucun calcul ni rien. Par contre, dilatation dilatation du temps et contraction des longueurs, je vous demande vraiment de comprendre super bien ce que ça veut dire, comment trouver qui mesure le temps propre, qui mesure la longueur propre, comment trouver ensuite la longueur et le temps dans les différents référentiels. Et la clé, c'est toujours d'identifier quels sont vos deux événements, événements 1 et 2, entre lesquels vous cherchez le temps qui s'est écoulé et le déplacement, finalement, la distance. Le temps dans le référentiel pour lequel ces deux événements-là se produisent à la même coordonnée, x égale à 0, c'est le temps propre. Et la longueur dans le référentiel pour lequel la distance entre ces deux événements-là est immobile, c'est la longueur propre. Une fois que vous avez ça, avec les noms dilatation du temps et contraction du temps, et les contractions des longueurs, ça vous donne un indice sur ce qui se passe dans les autres référentiels. Donc, si vous connaissez le temps propre, l'autre temps, celui qui est mesuré dans l'autre référentiel, va être dilaté, donc va être plus long. Si vous connaissez la longueur propre, la longueur dans l'autre référentiel va être contractée, donc elle va être plus courte, toujours. Et le facteur de Lorentz, donc dans le fond, il faut être capable d'isoler la vitesse, par exemple, là-dedans. Donc, il peut y avoir un petit peu plus de manipulation mathématique. Attention, cette équation-ci est valide seulement quand on est à des vitesses très basses. C'est une approximation, là. On a gardé seulement deux termes de la série infinie quand on développe cette expression-là. Donc, ça nous donne les termes les plus importants quand on est à une vitesse proche de 0. Donc celui-là, vous voyez, le premier, c'est 1, le deuxième est en V carré, le troisième serait en V à la 4. Donc plus ça va influencer seulement des chiffres significatifs très 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 lointains. Là. Et finalement, tout le nœud du chapitre, c'est d'être capable d'appliquer l'équation vitesse égale à distance sur temps, ou ici distance égale à vitesse fois temps, en prenant la distance et le temps dans le même référentiel. C'est vraiment ça la clé, donc mettez des indices. Donc, la distance dans la galaxie divisée par le temps dans la galaxie, ou la distance dans l'astronef divisée par le temps dans l'astronef, peu importe dans quel référentiel vous vous placez, vous devez avoir finalement ces trois paramètres-là mesurés dans le même référentiel. Pour la vitesse, c'est toujours symétrique. Donc, si par exemple, l'astronef se déplace à une certaine vitesse par rapport à la galaxie, selon la galaxie, c'est l'astronef qui se déplace à cette vitesse-là par rapport à lui. Selon l'astronef, c'est la galaxie qui se déplace par rapport à lui à cette vitesse-là. C'est le même chiffre. Et on a utilisé les unités alternatives de distance, les années-lumière. Donc, c'est pratique dans certains cas pour ne pas avoir à tout convertir, de le garder sous la forme une année-lumière est égale à 1 an fois C. Des fois, il y a la variable C qui peut s'annuler, par exemple, puis on va avoir un temps en années. Ensuite, pour l'effet Doppler, ce qui est à retenir par rapport à ce qu'on avait vu dans le chapitre 1, c'est que contrairement à l'effet Doppler sonore, où il y avait un référentiel privilégié, donc toutes les vitesses devaient être mesurées par rapport au référentiel de l'air, le son se déplaçant à 340 mètres par seconde par rapport à l'air. Là, ici, il n'y a pas de référentiel privilégié. La lumière se déplace à la même vitesse, C, par rapport à tous les référentiels, donc on a toujours le droit de prendre le référentiel du récepteur comme référentiel de base et de considérer que la vitesse relative entre les deux, c'est la vitesse de l'émetteur par rapport à la vitesse du récepteur.
Et donc, on a fait toutes nos démonstrations comme ça, ce qui fait qu'on a seulement un choix de signe à faire, finalement. Donc, on n'a pas besoin de considérer les deux vitesses indépendamment, mais juste la vitesse relative entre les deux. Et donc, soit l'objet s'approche et vous avez plus en haut, moins en bas, soit l'objet s'éloigne et vous avez moins en haut, plus en bas. Décalage vers le rouge. Et pour la mécanique relativiste, donc, dans le fond, on est passé par-dessus ce qui était dynamique, l'équivalent de la dynamique, pour se concentrer vraiment sur ce qui était l'équivalent des lois de conservation. Donc, l'énergie, surtout, c'est une équation qui va être pertinente même dans le chapitre 5. Donc, ça ici, c'est le fondement. L'énergie au repos, c'est le fondement de toute notre section sur le nucléaire. Et celle-là va être pertinente aussi dès le début du chapitre 5. Donc, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que c'est l'énergie au repos d'une particule, et si on veut l'énergie totale, mais on prend son énergie au repos qui ne dépend pas de sa vitesse, mais juste de sa masse, et on ajoute l'énergie cinétique, et le total, ça va être gamma mc carré, finalement. Puis vous avez cette équation-là qui donne la relation entre l'énergie, la quantité de mouvement et l'énergie au repos. Donc, c'est un peu comme si ce terme-là, PC, qui a rapport à la quantité de mouvement, et ce terme-là, qui est l'énergie au repos au carré, était finalement relié à deux composantes d'un même vecteur. Ça a la même forme qu'une hypoténuse comme équation, et c'est pas pour rien, en fait. Mais donc, ça permet de passer d'un à l'autre quand on connaît de quelle particule on parle, c'est quoi son énergie au repos, mais ça permet finalement de transformer énergie en quantité de mouvement ou quantité de mouvement en énergie. Donc, je vous avais suggéré de faire ces trois questions-là. Alors, j'y arrive. D'abord, le premier, un projectile est propulsé à 100 mètres par seconde par un fusil immobile dans un train qui avance à la même direction à 150 mètres par rapport au sol. Avec une précision de 3 chiffres, quel est le module de la vitesse du projectile d'après un observateur immobile près de la voie ferrée? Donc, le train avance à 50 mètres par seconde et la balle, le projectile est propulsé à partir du train, là, donc ici, à 100 mètres par seconde par rapport au train, donc c'est la vitesse du projectile mesurée par le train, alors que ça ici, c'est la vitesse du train mesurée par le sol, on va dire. Donc là, on est dans une situation classique, on va pas à des vitesses relativistes, donc c'est tout simplement un problème de vitesse relative. La vitesse du projectile par rapport au sol, c'est la vitesse du projectile par rapport au train plus la vitesse du train par rapport au sol, donc ça va être 150 mètres par seconde. Par contre, si on est en relativité, les vitesses ne s'additionnent pas de cette manière-là. Puis en particulier pour la lumière, ben, notre postulat de base, c'est qu'elle va toujours à la même vitesse par rapport à tous les référentiels. Donc, si je vous dis, c'est plutôt une impulsion laser qui a été envoyée à partir bon, ici, c'est une soucoupe, là, qui va à 0.5C, qui a envoyé une impulsion laser qui va à C. Donc, ça, c'est la vitesse de la lumière mesurée par la soucoupe. Et ça, c'est la vitesse de la soucoupe mesurée par la Terre, disons. Donc ici, on peut pas faire vitesse du laser mesurée par la Terre est égale à vitesse du laser mesurée par la soucoupe plus vitesse de la soucoupe mesurée par la Terre. Ça ne fonctionne pas parce qu'on est dans un régime relativiste et non classique. Donc, l'addition qu'on devrait faire ici pour quelque chose qui serait autre que la lumière, c'est dans la section 4.6, mais ici, vu que c'est la lumière, on connaît déjà la réponse. La vitesse de la lumière mesurée par n'importe quoi, c'est toujours C. Peu importe. Donc, la vitesse de l'impulsion laser d'après un observateur qui est sur le sol, c'est C. Ensuite, on dispose de 2 règles en bois identiques de 1 mètre de longueur. La première reste sur Terre alors que la seconde est placée dans une fusée. On veut, puis là on nous donne le facteur gamma, on veut la longueur de la règle transportée par la fusée d'après un observateur dans la fusée. Alors souvenez-vous que la longueur d'un objet mesuré, qui est immobile dans un référentiel, mesuré par le même référentiel, c'est la longueur propre. Donc ici, l'objet est immobile dans la fusée, donc la longueur de 1 mètre
qui est la longueur propre de l'objet, c'est ça qui va être mesuré par la fusée, puisque l'objet est immobile par rapport à la fusée. Par contre, d'après un observateur sur la Terre, la longueur va être contractée, donc toutes les autres longueurs sont contractées, par un facteur gamma, donc ça va être 1 mètre divisé par le facteur de 5K, donc autrement dit multiplié par 4/5e, fait que ça va être 0,8 mètres. Et quelle est la longueur de la règle restée sur Terre d'après un observateur dans la fusée? Alors c'est parfaitement symétrique, donc la longueur de la règle qui est immobile par rapport à Terre, mesurée par la Terre, c'est la longueur propre de cette règle-là. Donc, la longueur de celle qui est restée sur la Terre, mesurée par la fusée, ça va être la longueur contractée par le même facteur, donc 0,8 mètres. Le temps propre, donc on nous dit les astronefs A et B se croisent. Dites dans chacun des cas suivants si le temps propre est mesuré dans le référentiel A, dans le référentiel B ou ni un ni l'autre. Donc, on se rappelle que le temps propre, c'est le temps dans le référentiel pour lequel les deux événements se passent au même endroit, à la même coordonnée, x égale à 0. Donc, tout le monde traîne son petit système d'axes. Donc, A ici traîne son propre petit système d'axes. B traîne son... Bon, on va les mettre les deux dans la même direction. Ça va être plus simple, puisque je peux... revenir en arrière, bon, c'est pas grave. B traîne son petit système d'axes aussi, donc ça c'est pour B, puis ça c'est pour A. Et on demande si ce qu'on veut mesurer, c'est le temps écoulé pendant que l'astronef A passe devant le conducteur de l'astronef B. Alors, ça va être quoi les deux événements? Ben, ça va être le devant de A et vis-à-vis du conducteur de B, ça va être l'événement 1, et le derrière de A et vis-à-vis du conducteur de B, ça c'est l'événement 2. Dans quel référentiel ça se passe à la même coordonnée? Dans le référentiel de B. Les deux événements se passent vis-à-vis du pilote. OK? Donc, ici, pour le A, l'événement 1, ce serait, disons, x égale à 0 de A, et vis-à-vis, x est égal à 0 de B. Et l'événement 2, ce serait x est égal à... Ouais, je sais pas, c'est quoi là, la longueur, peu importe. Quelque chose d'autre de A. Et vis-à-vis de x égale à 0 de B. Donc, clairement, c'est pour B que les deux événements se passent au même endroit. Donc, c'est le temps mesuré par B qui serait le temps propre. Pour la question B, on mesure le temps écoulé pendant que le conducteur de l'astronef A traverse en entier la longueur de l'astronef B. Alors là, c'est pas pareil. Là, on se demande quel va être le temps entre le moment où le conducteur de A va être devant l'astronef de B. Donc ici, mon événement 1, c'est xa égale à 0 et vis-à-vis de xb est égal à 0. Puis l'événement 2, c'est le conducteur de A est rendu à l'arrière du vaisseau B. Donc, XA est toujours égal à 0. Hein? On est toujours à l'origine de mon petit système d'axes. Pendant qu'on est rendu à XB est égal à quelque chose d'autre, peu importe quoi. Donc, clairement, ici, c'est dans le référentiel A que les deux événements se passent au même endroit. Donc, le temps propre va être mesuré par A. Et on mesure le temps écoulé entre l'instant où les avants des deux astronefs coïncident, donc XA est égal à 0 avec XB égale à 0, et celui où les arrières des deux coïncident, donc XA égale à L, A, puis XB est égal à LB. Donc, dans aucun des deux référentiels, les deux événements sont à la même coordonnée. Okay? Donc ici, l'événement 1, c'est XA égale à 0, XB égale à 0, puis l'événement 2, XA égale à LA, XB égale à LB. Les deux événements ne se passent pas au même endroit pour aucun des deux référentiels. Et donc, pour le C, on est obligé de dire que c'est ni l'un ni l'autre. Ça va? Donc, si on refaisait la même démarche, là, ben, ça serait 0, 0, puis LA, LB. Donc, il n'y en a aucun qui serait la même chose pour les deux événements. Alors voilà, c'était la réponse aux petites questions de concept et ma petite révision rapide du chapitre 4. Ah, j'ai mis la solution de l'exercice formatif, devoir formatif,
qui était en fait l'exercice 4.3.8 commenté en vidéo. En fait, j'ai enregistré ce qu'on a fait sur Zoom. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo-ci. Donc, pour compléter votre révision du chapitre.